Bonjour YouTube, on va regarder Bolchegeek, l'humanité, la bataille culturelle, go woke ou go broke. Est-ce qu'on a perdu la bataille culturelle? C'est la question que se pose aujourd'hui Bolchegeek, question à laquelle il va essayer de répondre. Et nous, on va voir ce qu'on va avoir à répondre aux réponses de Bolchegeek. Ça va être super. Le pouce, le commentaire, tout ça, tu connais YouTube. Mets des petits commentaires pour le référencement, s'il te plaît. Viens me voir sur Twitch, moi c'est Medoli, je stream sur Twitch les mardis après-midi, les vendredis soirs et les samedis après-midi et soir. Et sans plus tarder, c'est parti! Est-ce qu'on perd la bataille culturelle? Vu l'ambiance politique générale, on aurait des raisons de le penser. On ne cesse de se le répéter à nous-mêmes et en face, ils s'en privent pas non plus. Go woke, go broke, dit une expression proverbiale populaire dans certaines sphères du web. Quiconque a le malheur de virer trop woke, trop progressiste, trop de gauche ou juste pas assez réactionnaire, Ah, pardon, j'ai tout cassé. se condamnerait à finir sur la paille. Eh bien, pour la dernière émission, après 4 ans de ce programme, alors non pas qu'on est sur la paille, hein, justement, rassurez-vous, au contraire, vos soutiens vont nous permettre de laisser la place à d'autres choses C'est la fin des émissions de Bolchegeek sur l'humain. Ok, je savais pas. bien utiles dans la période qui arrive, et nous, on vous prépare aussi plein de trucs, mais pour conclure, on s'est dit qu'on allait tenter un petit bilan et perspective de cette fameuse bataille culturelle. Est-ce qu'on la perd vraiment ? Si oui, pourquoi ? Et surtout, est-ce qu'on se plante pas dans les grandes largeurs au sujet de ce que c'est réellement ? L'Empire est une maladie. Oh là là, l'extrait de Star Wars Andor. Scorch, tu n'es plus là, et pourtant je pense fort à toi, je suis en train de remater Star Wars Andor en ce moment, et c'est la meilleure série. Regardez Star Wars Andor, c'est une série qui est premier degré socialiste. Voilà, incroyable. Prospère dans l'obscurité et qui n'est jamais plus virulent que lorsque nous sommes endormis. Et vous savez quoi, je vais passer l'extrait de Star Wars Andor qui vient de montrer. Je vais juste cut ça pour YouTube parce que c'est claim de baiser, mais c'est un des plus bels extraits. Si vous comptez regarder Andor, on vous fera signe dans le chat quand vous pourrez démute le stream, d'accord? Ok? On se dit ça? Ok. On vous fait signe dans le chat quand vous pouvez revenir, dans 4 minutes. Et je fais pause pour YouTube. Re-YouTube, la parenthèse Star Wars est terminée. Wow, c'était si fort, c'était si fort. Oh là là, oh là là. Go woke, go broke, ou parfois get woke, go broke, est un slogan apparu aux alentours de 2018 et ayant gagné en popularité depuis. Ça veut dire quoi? Au fond, le message est assez simple, hein. Tu tournes woke, tu vas finir sur la paille, broke, ruiné. C'est une sorte d'avertissement envoyé à toute entreprise du genre qui serait tentée d'afficher des points. Par exemple, Star Wars Andor, qui a été un échec commercial. Ah bah non, ça a super bien marché en fait. Les gens ont même redemandé une deuxième saison. Ah ouais, ça marche pas, attends. Woke, du coup, sans que, comme d'hab, ce soit très clair, hein, mais on va dire progressif ou perçu comme tel, puisque ça peut aller d'engagement affirmé à gauche à juste dire que l'extrême droite, c'est pas Ah bah The Boys, très bon exemple, ça a pas du tout marché. Ah merde, non, si, attends, c'est la plus grosse série qu'Amazon a jamais produite. Merde alors, attends, ça marche pas. ouf, en passant par des engagements très clairs, hein, mais on va dire progressif ou perçu comme tel, puisque ça peut aller d'engagement La vidéo est faible. affirmé à gauche à juste dire que l'extrême droite c'est pas ouf, en passant par des romances LGBT dans les fictions, des personnages féminins pas hyper sexualisés ou la police calibri. Apparemment. Tout ça au risque de s'aliéner non seulement la partie plus conservatrice de leur public, ou même apolitique. C'est donc une phrase qui revient souvent au détour des très nombreux débats polémiques ou paniques morales qui semblent agiter nos sociétés. Eh ben vous Pas vrai? Joueur du grenier. savez quoi? Ce slogan, en apparence un peu à l'emporte-pièce, il en dit pas mal sur notre moment culturel et politique. Celui où se livre la fameuse bataille ou encore la guerre culturelle qu'on dit au centre des enjeux politiques. À la base, il vient d'un auteur de science-fiction, John Ringo, qui est pas n'importe qui, hein. Lui, à un temps, il pondait des best-sellers, et c'est pas non plus n'importe quel type d'auteur, hein. C'est un ancien bidasse qui s'est fait connaître avec des romans type thriller militaire SF, voilà. Il en faut pour tous les goûts, mais rien qu'aux couvertures et aux Oh là titres, là. vous devez Oh là là. voir le genre de délire. Oh. Ce type, dont vous imaginez bien qu'il vote pas Bernie Sanders, a sorti ça pour dénoncer les conventions qui l'invitaient plus à cause de la teneur idéologique de ses œuvres et de leur penchant à dégouliner de fantasmes sexuels pas toujours consensuels. Cette formule faisait donc dès l'origine deux choses. Affirmer d'une part que ces événements se tirent une balle dans le pied et d'autre part Mais de quoi, attends, c'est pas les woke qui vont être broke, là c'est les fachos qui se font plus inviter, non?
Ils se trompent, ils sont bêtes, encore une fois. Voilà. Et toc, répondez à ça. Inviter son public à les punir avec leur porte-monnaie. Une prophétie, donc, autoréalisatrice par-dessus le marché. Eh bien, allons-y. Prenons ça autant au sérieux que les gens qui l'agitent au premier degré, en s'hydratant un peu plus quand même, s'il vous plaît. Déjà, sur l'aspect constat, est-ce que, effectivement, go woke, go broke. Après tout, étant donné l'hégémonie culturelle que semblent gagner partout les idées réactionnaires, c'est pas déconnant d'imaginer ça. Et leurs tenants ne tarissent pas d'exemples de boîtes qui perdent des thunes, de services qui voient fuir leurs clients, de films, de séries, de jeux vidéo ou tout autre produit culturel en tout genre qui bide après avoir commis l'erreur de devenir woke. Bien fait pour leur gueule. Sauf... Putain, ça a mis l'exemple de Doctor Who en mode Doctor Who, c'était pas woke dès la fucking première saison. Genre, RIP Doctor Who d'ailleurs, hein. RIP Doctor Who, la série a été annulée pour, genre, en mode assez définitivement. Genre, c'est en suspens, a priori, il y a pas de suite qui est prévue, en tout cas pas pour l'instant. Et ça me fend le cœur, mais en même temps, putain, ça devenait nul. que... Eh bah c'est pas réel. Oui voilà, pardon, flemme de faire du suspense avec ça. En fait, tout ça fonctionne globalement sur du cherry picking, c'est-à-dire de piocher et de monter en épingle les exemples qui semblent aller dans notre sens. Ce qui est d'autant plus facilité par la définition, disons, flexible de ce qui est woke et de ce qui ne l'est pas. Suffit de prendre les listes établies tout à fait sérieusement d'œuvres non woke. C'est à chaque fois c'est voilà, c'est des petites fenêtres, des petits portails des enfers vers plein de petites psychés très très particulière, mais bref, surtout, il n'y a pas besoin de beaucoup de recul pour comprendre qu'il s'agit de décréter qu'un truc est woke et que s'il n'a pas marché... Doctor Who, c'était clairement pas woke au début, bah ça allait quand même très très vite, c'est quand même très vite devenu une série vachement progressiste, Doctor Who. Genre oui, en effet, les toutes premières saisons, ça baigne dans son jus de l'époque, et oui, je suis d'accord, en vrai j'ai parlé un peu vite, il y a quand même des takes bien racistes au début. Mais très rapidement, Doctor Who, c'est devenu pour le coup assez progressiste, hein. Et même dans la production de la série, t'avais des profils assez, t'avais des trans et tout, t'avais genre des LGBT et tout, qui ont dès le début produit Doctor Who, tu vois. Le premier truc de la BBC réalisé par une meuf, entre autres, ouais. C'est à cause de ça. Et si un truc encore plus woke selon les mêmes critères cartonne, on ignore. Juste pour dire l'exemple de Baldur's Gate, il me fait délirer. Parce que dans Baldur's Gate, qui a été un carton intergalactique, mais genre de fou, c'est quand même, tu peux choisir ta morphologie séparément de comment tu choisis tes organes génitaux, tu choisis ton genre, tes pronoms, et tu peux même avoir des pronoms non binaires, vraiment les trucs qui les énervent de fou, et là, ils disent pas go woke, go broke, quoi. Alors que c'est genre le truc le plus woke de RPG qui ait jamais été fait. Genre, ça me fait délirer que dans le jeu, tu peux tomber sur, je sais pas, des démons cannibales qui veulent détruire le monde et exterminer tout le monde, mais alors par contre jamais, au grand jamais, ils vont te mégenrer. Jamais. Même eux, ils te donnent du yel, quoi. Et c'est pour les joueurs et les joueuses, c'est trop bien. Mais ça, bon, par contre, ils ont pas dit go broke parce que le jeu, il a trop marché, donc ils ont fait comme si ça n'existait pas, puis ils y ont joué aussi parce que de toute façon, c'est mortel. Et ils ont choisi leur pronom à eux, comme tout le monde, et tout s'est bien passé, quoi. Et donc, comme tout plein d'exemples, hein, Cyberpunk, c'est pareil, plein de jeux indés, c'est pareil, genre Undertale, qui est tellement un jeu de gauchiste. C'est le jeu indé qui a le mieux marché de l'histoire des jeux indés. Enfin, genre, il y a plein de trucs où c'est genre, ça gobo qui est... Genre, oui, il y a un biais de confirmation des faits, oui, bien sûr. Dans l'autre sens, on peut décréter que si un truc a marché, c'est parce que c'était pas woke. Et si un truc anti-woke bide, là aussi, on ignore, quoi. Vous avez l'idée, c'est vraiment assez facile de capter ça. Mais, ok, j'avoue, c'est vrai, si vous voulez pas voir ce qui paraît pourtant une évidence, je peux pas me reposer sur de véritables études quantitatives. Si. Une première étude réalisée pour le compte de l'industrie publicitaire suggère que la stratégie Go Woke, Go Broke ne fonctionne pas vraiment et peut même donner un avantage au produit. Basée sur l'analyse de 392 marques dans 58 pays, l'étude, qui se veut la première du genre, indique l'impact positif de la publicité inclusive sur les résultats, avec une augmentation de près de 3,5% des ventes à court terme et de plus de 16% à long terme. Par exemple, sur plus de 10 000 cas de films ayant été qualifiés dans des proportions significatives de woke, ce qui ressort, c'est rien. Il n'y a absolument aucun pattern. À chaque fois, c'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et il n'y a pas de phénomène réel. Mais encore une fois, ça devrait surprendre personne. Week 1, this thing is going to clean up at the domestic box office. My prediction is going to just absolutely fall off a cliff after that. The repeat business on this movie is going to be non-existent. Oh là là, oui, bravo Ben Shapiro, le gros facho américain qui a tout bien prévu, bravo à lui, bravo.
Il a super bien prévu un échec commercial cuisant, Barbie. Personne n'a été voir ce film. Alors, en revanche, ce qui ressort, c'est que, par exemple, pour de gros blockbusters avec d'énormes enjeux, sortir d'un canon familier, wokisme ou pas, c'est toujours une prise de risque. Et c'est aussi vrai qu'un message progressiste trop appuyé ou maladroit peut nuire à la réception, mais c'est valable pour tout message politique trop appuyé ou maladroit. Et dans d'autres cas, le fait d'amener une dimension politique va au contraire contribuer au succès public. C'est par exemple le cas avec le public du cinéma d'horreur, tendanciellement plus jeune et plus progressiste, beaucoup plus friand de réinvention des classiques. C'est sûr, c'est moins vrai pour la clientèle, disons, de Bud Light, qui a effectivement, temporairement, connu une grosse chute après une campagne de ce type, transphobe en l'occurrence. Mais d'une, parce que c'est pas du tout l'image de marque qu'ils entretiennent, et surtout parce qu'ils ont fait le truc dont c'est documenté qu'à tous les coups tu perds, rétro-pédaler la seconde d'après. Parce que d'un côté, tu donnes raison à la campagne de dénigrement, tout en perdant l'appui de celles et ceux qui auraient pu te soutenir, bref, en écornant ton image auprès de tout le monde et en ne gagnant personne, ce qu'on appelle en marketing la stratégie François Ruffin. Mais on va pas se lancer dans une méta-analyse de 3h30, je vais prendre un exemple. Est-ce que, du coup, les nouveaux épisodes de Star Wars, c'est pas un peu François Ruffin codé? Excusez-moi, monsieur Palpatine, je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. J'ai laissé le côté sombre prendre le dessus. Que je trouve iconique, Superman. Bon, tout le monde, de tous les côtés, a l'air de s'être mis d'accord que Zack Snyder... Et vous, monsieur le Stormtrooper parodie DSS, soyez un peu digne de votre uniforme. Oh, pitié, pitié. Ah, par contre, attention, petite comparaison Snyder, Man of Steel versus Superman de James Gunn, je suis chaude. Iconique, Superman. Bon, tout le monde, de tous les côtés, a l'air de s'être mis d'accord que Zack Snyder, c'est au réac. Alors, il y a des raisons à ça, je dis pas, mais déjà, il y en a un qui est pas d'accord, c'est Zack Snyder. Le gars, il dit publiquement qu'il vote démocrate, que c'est plutôt un liberal, plutôt progressiste, quoi. Le droit des femmes, le droit des minorités, l'inclusivité et tout. Bon, mais même si tu regardes, il adore foutre des meufs qui dominent les mecs, des persos LGBT, des castings full diversité. Oh, ouais, attends, les persos LGBT en question, tu prends l'exemple de Watchmen, désolé, mais non, Enfin, c'était turbo lesbophobe ce qu'il a fait avec Watchmen, le Snyder, par contre. Je veux bien entendre que Snyder récupéré par les fachos, genre ils ont un peu pété un cap, parce que oui, Snyder, c'est pas non plus le plus gros turbo-fasciste de l'histoire de l'humanité. Mais tu vas pas me le faire passer pour le nouveau Marx non plus, Enfin, ça reste quand même un réalisateur de merde qui est low-key un peu réac par moment. En mode, ça va, genre, c'est pas non plus... En vrai, c'est surtout un yes man. La vérité, Zack Snyder, c'est surtout un réalisateur où Hollywood lui dit tu fais ça, et il dit d'accord, je vais faire ça. Genre, c'est tout. Mais c'est pas non plus... Voilà, calmons-nous. C'est pas un gros facho, c'est pas non plus le mec le plus progressiste de l'histoire. 300, film turbo pro-guerre en Irak, je ne l'ai pas vu, mais franchement, j'ai pas de difficulté à le croire. Watchmen, le film puait la merde. Parce que c'est juste un copier-coller de la BD, sauf les trucs bien, qui sont enlevés. Au secours. Regardez la série Watchmen, qui est pour le coup vraiment bien. Excellentissime même. La série Watchmen est incroyable. Faut avoir lu la BD avant, ou au moins savoir ce qui s'y passe, mais elle est vraiment excellente. Et elle fait revenir des acteurs du film de Snyder. Étonnamment. Alors que c'est pas censé être une suite du film de Snyder, c'est vraiment censé être une suite à la BD. Outre des meufs qui dominent les mecs, Oui, puis il aime bien montrer des meufs à poil aussi, Snyder. Ok, en fait, le problème de Snyder, c'est pas que c'est un droitard, c'est que c'est un mec. C'est un mec qui écrit ses films avec sa bite en train de se branler. En vrai, c'est surtout ça le problème de ce réalisateur. Putain, c'est vraiment le stream où je parle de cinéma aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça le problème de Snyder. Genre, d'accord, il est gauchiste. Pour moi, il est gauchiste, Snyder, mais il est avant tout en train de se branler la bite pendant qu'il écrit ses scénarios. Voilà, c'est un mec c'est un prophème. Snyder le prophème. Voilà la take. Des persos LGBT, des castings full diversité. Il a même fait jouer un personnage à l'origine bien blond, bien blanc, par un Hawaïen. Vraiment tout le bingo des trucs qui normalement énervent les anti-woke pour 1000 fois moins que ça. Et alors maintenant, on l'oppose à la nouvelle version de James Gunn, dont vous noterez qu'elle contient à peu près rien de tout ça, mais qui est taxée de wokisme parce que je sais pas bien, Superman, il est gentil et c'est un immigré de l'espace qui défend le petit peuple, qui aime pas les criminels de guerre. Ce qui est par ailleurs, littéralement l'écriture la plus... Oh YouTube, pardon, j'avais plus de place sur mon PC, ça a coupé la capsule automatiquement. Je disais, la version de Superman de James Gunn, où ça reprend vachement le narratif de Superman est un migrant, puisqu'il vient de l'espace,
et forcément il est perçu comme tel par la société, avec notamment l'utilisation du terme alien pour le décrire, qui est un terme notamment très utilisé aux États-Unis pour parler des migrants, entre autres, notamment par l'administration Trump, d'un Superman gentil qui essaye de donner aux autres, d'aider les gens et tout, qui se veut militant presque contre les criminels de guerre, etc., etc. En fait, c'est la vision la plus proche de ce qu'était Superman à l'origine. Quand vous regardez, c'était quoi Superman dans les années 30, quand il est né sous la plume de Joe Siegel, je crois, un truc comme ça. Attendez, j'ai plus le nom des deux dessinateurs et scénaristes de Superman à l'origine. Jerry Siegel et Joe Shuster. Voilà, j'ai mélangé leurs noms et prénoms. Jerry Siegel et Joe Shuster, c'est des gens qui justement avaient ces idéaux-là, notamment parce que c'était des migrants, justement, les créateurs de Superman. Des migrants juifs de souvenirs qui venaient de l'Europe, des juifs européens, qui ont fui en Europe, aux États-Unis, dans les années 30, et qui du coup avaient un petit truc contre les criminels de guerre. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois un film Superman qui parle de lutter contre un génocide, je me dis que ça fait peut-être écho à un certain passif qu'il y avait lors de la création de Superman. Je sais pas. Donc désolé les fachos qui veulent faire créer les traditionalistes. Les plus proches de ce qu'est OG Superman, les plus proches de ce qu'est Superman traditionnel, les plus proches des racines historiques, c'est pas vous pour une fois, hein? Et nous, c'est les woke. Eh oui, désolé, mais Snyder a fait n'importe quoi, son Superman, il est complètement pété, il est pas du tout fidèle à Superman, là où James Gunn, lui, a su faire d'une main de maître un Superman aussi fidèle que possible à ce qu'était Superman à l'origine. Par ailleurs, en reprenant des références magnifiques à toutes les meilleures trucs qui ont été faits autour de Superman, je pense notamment à la forteresse de solitude, qui est magnifique. Je pense à son adaptation de Lex Luthor, qui est excellentissime. Je pense à Mister Terrific, qui est trop bien. Je pense à l'utilisation de Guy Gardner en tant que Green Lantern, qui prouve qu'on est aussi face à un vrai fan de comics, puisque les fachos, vous passez votre temps à dire « Actually, dans les comics, c'est pas comme ça, vous avez transformé le film pour en faire quelque chose de woke et d'LGBT ». Désolé, mais justement, on voit bien que quand James Gunn il utilise Guy Gardner, qui est le Green Lantern le moins connu de la Terre, on est face à un vrai fan de comics. Quand un des personnages principaux du film, c'est Mister Terrific et qu'il y a Hawk Girl et compagnie, désolé, mais les fans de comics puristes, c'est nous les woke, justement. Bande de gros nulos, les fachos. C'était trop bien, Superman de James Gunn. Allez le voir. Et ça parle notamment du génocide en Palestine. Et à la fin, Hawk Girl, elle tue le mec qui représente Netanyahou, et ça, c'est un peu dingue. Voilà. Spoiler, Netanyahou meurt. Enfin, Superman, quoi. Et donc, voilà, c'est agité comme deux étendards. Tout ce cirque pour qu'au final, concrètement, même budget, même recette, quasi au dollar près. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que Go Woke, Go Broke et tous ces trucs-là, c'est du vent, une mascarade, un jeu de rôle grandeur nature où tout le monde se persuade de son hyper-réalité. Donc, quand est-ce qu'on arrête la comédie ? Et je dis pas ça juste pour les anti-woke totalement matrixés, je le dis pour tout le monde. Quand est-ce qu'on arrête leur comédie ? Si force est de constater que c'est les idées réactionnaires qui gagnent du terrain politiquement. C'est pas à ce niveau-là qu'on la perd, la bataille culturelle. C'est même à n'y rien comprendre. Pour de vrai, prenons un peu de recul. Faisons une expérience de pensée un peu générale. Si ça marchait comme ça, une telle montée des idéologies d'extrême droite un peu partout devrait être accompagnée d'une production culturelle dominante, mainstream si vous voulez, toujours plus réactionnaire. Or, si on compare tout ça à la louche à ce que ça pouvait être avant, ce que c'était il y a une décennie, il y a 50 ans, il y a un siècle, ça a plutôt tendanciellement progressé sur plein d'aspects culturels. C'est bizarre, on pourrait presque croire que les différents acteurs de la culture ont tendance à être plus de gauche. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait amener à ça ? Je ne sais pas. Non, je dois me tromper. En miroir de l'évolution de nos sociétés. Par rapport à des moments pas si lointains où, l'homosexualité était criminalisée, les ségrégations raciales beaucoup plus décomplexées et même officielles, les femmes assujetties par la loi à leur mari, l'idée même de congé payé, un dangereux fantasme bolchevique absolument inenvisageable. Et on le constate en miroir dans la progression des idées dans la société. Et plutôt que de regarder chacun ses réseaux, chacun ses envies, chacun ses séries,
série, le but du jeu pour moi est de reprendre l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont pu être faites. Et à partir de ça, quand vous agrégez toutes ces séries, quand vous mettez ensemble des séries de questions, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple. Et voire même, la France a considérablement progressé, notamment sur la question de genre et de minorité sexuelle. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue. Ça continue et c'est pas fini. Alors, si ça marchait comme ça, vu l'ambiance politique de ces dernières années, comment la fameuse fenêtre d'Overton a explosé, le standard de la production culturelle mainstream, ça devrait être Starship Troopers premier degré. On peut reprocher plein de trucs, y compris des reculs et des effets pervers, mais tendanciellement, ce n'est pas ce qui se passe. Alors que pourtant, ils y mettent les moyens. On en a déjà parlé avec la cérémonie des JO, mais on a quand même bien conscience. J'ai bougé pour aller baisser mon ventilateur et je me suis niqué un sein. J'ai si mal. Oh. Ok. Ouf. On reprend. Que l'événement le plus regardé de l'année dans le monde, c'était Bad Bunny au Super Bowl, malgré une campagne de ouin-ouin massive orchestrée jusqu'au plus haut niveau de la première puissance mondiale. Au moment même où la question identitaire de l'immigration est centrale pour ces forces politiques. Et évidemment que personne, et même pas eux, à part une poignée de clampins radicalisés, a fait semblant d'apprécier le show MAGA tout rincé avec Kid Rock. Et pourtant, c'est eux qui sont au pouvoir. Et qui menacent de l'être un peu partout. Alors que, je sais pas, je pense pas trop m'avancer en prédisant que la fête de l'UMA sera encore pleine à craquer cette année, pendant que Nemesis font leur sketch islamophobe devant 3 néo-nazis et 2 retraités raslards entre 2 chanteurs miteux. Et ça sera moins cringe aussi. Mais bon, ça, la barre est pas très haute, quoi. Just how big was this far-right jamboree? Let's hear this from the organiser, Tommy Robinson, shall we? This is the biggest event in British history. This is the moment, a turning point for Britain. The biggest event in British history? That's quite the claim. Cocky little fella, isn't he? Confident. Let's just have a look at a bird's eye view. Le plus grand événement. Le plus grand de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et c'est les images du meeting de Marine Le Pen après sa condamnation. More people watched Cardiff play Northampton last month. But let's have a look C'est at bientôt tes règles, Médo? Non, elles sont passées il y a quelques jours. some of the entertainment at this sparsely attended rally. Voilà. Voilà. Tenez, revenons au principe Il y a quand même un truc qui a plus de gueule que l'autre. du Go Woke, Go Broke. Il a notamment été popularisé On dira ce qu'on veut, mais les fachos, putain, ils sont ridicules, alors que nous, on a un swag. Oh là là là, la fête de l'UMA, c'est trop stylé, vraiment, c'est trop bien. La fête de l'UMA, please collab, Please collab, I swear to God. Je viens chaque année, moi. J'ai été bâtisseuse de la fête de l'UMA quand j'étais au PCF. J'ai bâti des stands à la fête de l'UMA. Donnez un peu, invitez-moi, je vous adore, je vous aime. J'ai dû résilier mon abonnement parce que j'ai pas de tal, mais j'étais abonné pendant longtemps au journal, je le recevais. C'était super, invitez-moi. par un média phare de l'alt-right, le Daily Wire. Daily Wire qui se fend de produire ses propres films, séries et dessins animés anti-woke pour mener la bataille culturelle. Conservative news outlet The Daily Wire brought in $22 million last year selling anti-woke branded shaving and bath products. The company launched its Jeremy's Le rasoir anti-woke. Le rasoir anti-woke, wesh. Razors line back in 2022 with the tagline Shave Woke Free, Shave Like a Man, Not a Manifesto. Bon bah ils sont au bord de la faillite quoi. Et oui, leurs navets là qui sont juste des sous-produits droitards de trucs qui marchent, genre le gouffre à pognon qui est leur propre Game of Thrones tout piné, et ben ça marche pas. Une moitié de leur public c'est quelques magas fous qui bombardent des notes positives pour soutenir le combat, et l'autre c'est des gauchistes qui les piratent pour pouvoir se foutre de leur gueule. Et ceux qui regardent vraiment en entier, c'est plutôt les deuxièmes. Même l'inventeur de la formule là, ce genre de truc ringardos, bon, il y a toujours une niche pour ça, mais vous vous doutez bien que c'est plus ça qui domine la SF. Alors que la pauvre petite convention là, contre qui il l'a inventée, eh ben, elle est toujours là, tranquille, à faire son petit bonhomme de chemin. Go woke, go broke. Mais vous pensez flouer qui, à part les pigeons que ce genre de boutiquier, là-bas comme ici, hein. Oh là là.
Oh l'exemple du bas. Oh la petite taunt qui part comme ça. Sacré psyodélique. Sacré psyodélique et cette petite masse qui pousse inlassablement sur son crâne. Plume jusqu'à l'os en alimentant leur petite rancœur mal placée. Même eux, des fois, ils en peuvent plus et ils arrivent plus à faire semblant. Now it's like you have to be a Republican culture warrior. I have to be spun up about the Super Bowl halftime show. It's just so low IQ. It's so low IQ. It's so monotonous, so repetitive. Mais je sais pas, ferme ta gueule alors. Si ça te fait chier. On t'a pas demandé de te parler. Au pire. You're screaming at the halftime show because it's in Spanish. Am I supposed to do this performative outrage? And now it's filled with a bunch of complete fucking idiots. It's really just turned into signaling that you're a part of an in-group. And we're all gonna have the same take, and we're all gonna have the same opinion, and we're all gonna say the same thing, and we're all gonna engage in this elaborate performance. Mais putain, mais c'est fou. Là, c'est Nick Fuentes qu'on est en train de regarder. C'est un peu l'égérie des masculinistes aux États-Unis, Nick Fuentes. Alors même que par ailleurs, il me semble que c'est lui, où il y a des vidéos qu'on leak de lui en train de genre se faire sucer par des gars, je crois. Bref, c'est fou d'être en mode ah là là, les gauchistes se ressemblent tous. Qu'est-ce qui te différencie, Nick Fuentes? Qu'est-ce qui te différencie de Ben Shapiro, de Charlie Kirk, de Joe Rogan et de tous les 50 000 fachos et leurs podcasts de cons où vous dites les exactes mêmes choses en boucle, putain de merde. Turning Point USA, là, leur orga, c'est que des clones. Vous savez, c'est quoi la différence entre les différents membres de Turning Point USA? Il y en a certains qui ont un petit grain de beauté, là. Putain. I don't know who it's for, why. We're all gonna perform outrage. We're all gonna perform and do this. Il est encore en vie? Oui. Mais il y a son adresse qui se balade en ligne tous les 4 matins, je crois, à lui. Same jokes, and we're all gonna have the same talking points. If we embrace that, whatever that was, the Kid Rock halftime show, we're cooked. It's just over. I mean, if that's the best we have to offer, honestly, I'm switching sides. Il fait référence aux vidéos de lui qu'on leakait où il est en train de se faire sucer la bite par des mecs, hein, je pense. Pourtant. Et si on en profitait pour se dire que peut-être il y a un malentendu sur ces histoires de bataille culturelle, que ça se joue à un autre niveau. Même lui est d'accord, mais parce qu'ils ont conscience qu'ils sont lamentables, ils ont conscience qu'ils sont pitoyables, les fachos, t'as vu les events qu'ils font? En fait, il y a un moment, tu peux faire semblant pendant genre 10 secondes et ensuite il y a des plans au drone qui sortent et on voit que t'étais 5 à ton concert de facho, tu vois. Genre, à l'ère du numérique, à l'ère de genre des caméras dans tous les sens, d'internet et compagnie, tu peux pas faire semblant très longtemps. Ils ont pas le choix que d'être honnêtes là-dessus. Pendant longtemps, ils arrivaient un peu à se protéger, à faire crari, ils arrivaient à faire des trucs, mais ces gens-là sont pitoyables, ne savent rien faire de leurs mains. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que c'est des putains de bourgeois qui n'ont jamais rien branlé de leur vie. Genre, va leur faire organiser un concert à ces gens-là. Va les faire trimer avec genre tous les ouvriers, tous les gens qui bossent dans le milieu de la scène, dans le milieu de la culture. Ils ont jamais travaillé de leur vie, ils savent rien faire de leurs mains, donc forcément, dès qu'ils essayent de faire des trucs, c'est pitoyable, ça fait pitié. Parce qu'ils savent pas faire, parce que c'est des bourgeois. À chaque fois, c'est la même chose, et ça changera jamais. Ils savent qu'ils sont là, mais ils peuvent pas faire semblant. Souvenez-vous, il y a une autre facette à Go Woke, Go Broke. C'est à la fois une affirmation basée sur du vent, comme on vient de le voir, et un appel à l'action. C'est de l'activisme, du militantisme, un prétexte culturel pour rallier, organiser, mobiliser, afin de mener des campagnes tout à fait concrètes pour faire avancer des idées, un agenda politique, une vision du monde et, accessoirement, brutaliser le camp d'en face pour qu'il ferme sa gueule. Faut pas... C'est leur unique stratégie. C'est pour ça que c'est leur unique stratégie. Ils ne savent pas faire autrement que essayer de rendre nul le truc en face. Mais ils sont incapables de rendre bien leur truc. C'est ça la différence aussi avec genre tous les acteurs de la culture à gauche. C'est qu'en fait, nous, non seulement on se fout de leur gueule quand ils font leur truc de merde, mais à côté, on fait des trucs qui sont 1000 fois plus légendaires, en fait. C'est ça la différence fondamentale entre, genre, les droitards qui tentent de faire des trucs culturels et qui échouent, et nous qui faisons des trucs culturels qui sont trop stylés. Parce qu'on sait faire. Parce qu'on travaille. Puis ces boutiquiers, ils savent pas s'organiser entre eux avec leur individualisme. Mais bien sûr, en plus de ça, ils sont constamment à de la recherche du profit, tu vois. Bon, je dis pas à gauche c'est parfait, hein. T'en as plein, des grands acteurs culturels qui se disent de gauche et qui sont aussi juste des gros bourgeois, bien sûr. Mais tous les trucs un peu marginaux et tout, pas forcément les trucs les plus profitables, hein. Pourtant on fait quand même. Et c'est stylé. Faut pas oublier que ce qu'on appelle les guerres culturelles, c'est avant tout une stratégie.
pensée, théorisée, mise en œuvre par la droite réactionnaire. Une stratégie qui repose sur des affects culturels, identitaires, moraux, contre d'autres catégories. It is a cultural war as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of America. Pour eux, c'est parfait puisque, contrairement aux idées progressistes, les leurs n'ont pas besoin d'apporter quoi que ce soit matériellement. Elles ont juste à défendre le statu quo, à se poser en réaction avec un grand R à tout changement, voire à renforcer les dominations existantes en se rangeant du côté de la force et du pouvoir. Se contenter d'agiter des bas instincts, des passions tristes et le moindre petit privilège. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est seulement une diversion, un hameçon auquel il nous suffirait de ne pas mordre, qu'il faut arrêter avec les trucs culturels? Non, parce que cette stratégie, elle a des effets politiques concrets qu'on constate tous les jours, sinon ils investiraient pas autant sur ce terrain et avec autant de moyens depuis autant de temps. Ils ont bien Oui, il compris. faut faire gaffe, la guerre culturelle, c'est pas un concept qui s'applique que genre à la musique ou au cinéma. Hein. La guerre culturelle, c'est un concept qui s'applique aux idées de manière générale et à comment tu les propages. Et sur certains aspects, par contre, il faut être honnête, l'extrême droite est très forte d'un point de vue de la guerre culturelle. Je pense notamment au matraquage sur les réseaux sociaux. Et ça, par ailleurs, on a eu des leaks internes du Front National assez récents qui montrent qu'il y a une vraie stratégie, notamment sur des réseaux comme Twitter ou TikTok, où pour le coup, il y a une véritable tentative de matraquage. Vous savez, tous les edits de Jordan Bardella en mode « Oh là là, il est BG » ou quoi, ce genre de trucs et tout. Pour le coup, c'est de la guerre culturelle, et c'est une guerre culturelle sur laquelle l'extrême droite est assez douée. Ils sont nuls pour créer de l'art, par contre, sur le reste, bah, ils ont plein de thunes, c'est des bourgeois, donc ils savent payer des bons communicants. Le FN était le premier parti de France à avoir eu un site web. Ouais, parce que pour le coup, là-dessus, ils ont de la thune, et donc des communicants qui sont efficaces. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai, et c'est de la guerre culturelle. Et c'est un truc sur lequel, nous, à gauche, en vrai, on a du retard. Hein. Il y a 2-3 exceptions, mais franchement, on est clairement pas en avance. Pas pour rien aussi que des trucs à la glu-patate, c'est hypé par tout le monde. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on devrait faire à balle dans tous les sens. Hein. Ils convertissent des convaincus, non? Mais pas que. Pas que, en vrai, c'est un vrai effet. Le côté de Bardella, jeune homme dynamique, sympathique, un peu BCBG et tout, ça a pu convaincre des gens. Pas autant que ce qu'ils avaient espéré, en témoigne typiquement le fait qu'ils aient fini 3e aux législatives. Et on est quand même à une époque où le Front National n'a jamais été aussi nombreux à l'Assemblée nationale, tu vois. Ça a quand même eu un effet. Il y a évidemment pas que ça. Il y a évidemment plein d'autres dynamiques qui fonctionnent, notamment genre la hausse des idéaux racistes et réactionnaires en France, dû notamment à la mainmise de quelques bourgeois racistes et réacs sur beaucoup de médias, hein, les Stérins, les Bolloré, les Xavier Niel et compagnie, évidemment. Mais pour le coup, les tentatives d'appliquer la guerre culturelle sur les réseaux sociaux de l'extrême droite, c'est pas non plus un truc dont il faut diminuer l'efficacité. C'est une des raisons, si ce n'est une des premières raisons, pour laquelle Donald Trump a réussi à remporter les élections en 2016. Avec notamment l'appui de réseaux à la 4chan et à la Reddit qu'il a matraqué comme pas possible. Avec, selon certaines enquêtes d'ailleurs, le soutien de bots russes, apparemment. Écoutez, j'ai pas les datas précises, mais si c'est le cas, ça ne m'étonnerait pas. On sait qu'ils font ça avec le Front National et la Russie, qui les soutiennent beaucoup sur les réseaux. Je veux bien croire qu'il les fait pour Trump aussi. Tant sur ce terrain et avec autant de moyens depuis autant de temps. Ils ont bien compris l'importance, non pas seulement de la guerre, mais de la bataille, si vous voulez, pour l'hégémonie culturelle. Et c'est là où je pense qu'on peut résoudre le malentendu. Aujourd'hui, cette idée d'hégémonie culturelle est reprise par Marion Maréchal et son entourage, qui estiment qu'avant d'être électoral, le combat doit être métapolitique. Il doit être mené dans les médias et l'opinion à travers la création d'écoles, de journaux et de centres de formation. Puisque les idées de gauche ont gangréné la droite, puisque la pensée de mai 68 a pénétré presque tous les pans de la société, il faut les renverser et gagner la bataille des idées. En un mot, assure-t-elle, il est temps d'appliquer les leçons d'Antonio Gramsci. Quand même, j'aimerais qu'on... Précisons que Antonio Gramsci, qui est un penseur politique que l'extrême droite adore citer parce que c'est lui qui a conceptualisé tout ce qui est bataille culturelle et guerre culturelle. Antonio Gramsci était un militant antifasciste dans l'Italie fasciste de Mussolini, qui a notamment écrit une grande partie de ses productions lorsqu'il était en prison, dû à son activité antifasciste. Antonio Gramsci était un communiste, cadre du PCI aussi, tout à fait. Alors attention, ce qu'Antonio Gramsci a dit, c'est comment est-ce que on fait pour appliquer la bataille culturelle. En soi, c'est un schéma, c'est un mode d'emploi qui peut tout à fait être repris par l'extrême droite. Mais lui, il l'a pas écrit pour l'extrême droite. Lui, il l'a écrit pour l'extrême gauche. Et moi, je suis une grande gramschiste. Moi, je pense que c'est très basé, tout ce qu'a écrit Gramsci, que ça a très très bien vieilli, que c'est toujours d'actualité, si ce n'est encore plus d'actualité de nos jours. Il serait temps
que les communistes en France, que la gauche en France, commence un peu à s'en réinspirer. Prennent toutes et tous le temps de digérer ce truc. Mener la bataille culturelle pour combattre l'influence des idées de gauche qui ont gangréné toute la société, y compris la droite. Des idées de gauche, comme par exemple le gramscisme, Marion. Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Voilà. Même pour combattre nos idées, ils sont obligés de le faire avec nos idées, en l'occurrence littéralement développées dans leur prison. Et il y en a qui pensent encore sérieusement qu'on peut empêcher ces gens de se réapproprier quoi que ce soit. En revanche, peut-être, on pourrait, je propose, commencer à se réapproprier nos propres trucs. Parce que cette troisième œil. Horrible chimère contre nature qui est le gramscisme de droite, elle est mine de rien très théorisée depuis les années 70 en réponse justement à l'influence des mouvements de gauche radicale à la fin des années 60 et manifestement ça a pas mal marché parce qu'ils ont pas si mal compris Gramsci. À leur sauce dégueulasse, mais parfois, désolé, mieux qu'une partie de la gauche. Regardez ce qu'elle dit, Maréchal Nous Voilà, de comment elle le voit concrètement. Créons des associations, montons des écoles, entreprenons français, consommons français, apprenons notre histoire. Nous devons bâtir sur le roc, pas sur des coups médiatiques, par les idées, par les loyautés, par les réseaux, par des élus locaux, par des soutiens financiers, culturels, intellectuels, et il y en avait beaucoup aujourd'hui, par la confiance des entreprises. Et oui, la bataille culturelle, c'est pas une guerre abstraite qui se livre dans le Valhalla éthéré des idées et des imaginaires. Gramsci, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était un cadre de parti, un communiste, un matérialiste, pas un chaman quoi. La bataille culturelle, elle passe concrètement par des médias de masse, des relais, des réseaux, de la formation, des organisations, des lieux, des événements, des forces mobilisées, des moyens de pression financiers, de production et de diffusion. Bref, ça a beau être culturel, ça n'en est pas moins tout à fait concret. Sinon, ça serait pas une bataille, ce serait juste jouer aux petits soldats. Et tout ça, eux, ils l'ont. Et comme il faut. Ils ont même l'avantage puisqu'ils sont du côté du pouvoir, du capital, de la domination. Et tout ça, de notre côté, ça a été méthodiquement détruit, affaibli, détricoté. C'est ça qui nous fait cruellement défaut et qu'il faut s'atteler à reconstruire. Si on se jette autant tête baissée dans leur guéguerre culturelle, si on surinvestit autant les produits culturels, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que c'est pas aussi et surtout à cause de cette impuissance politique? Parce qu'on sait plus où sont nos moyens d'agir. Donc, est-ce que tous ces trucs culturels-là, c'est une distraction et il faut pas mordre à l'hameçon, etc. Ouais, j'ai un peu tout pré-shot, mais pour le coup, Bolchegeek est un très grand gramschiste. Son émission, depuis le début, parle de culture populaire. C'est le nom, c'est populaire, je crois, le nom de cette émission. Genre, tu peux pas faire plus gramschiste que dire on va analyser la culture populaire à travers un œil marxiste. Et forcément, lui comme moi, je crois qu'on vient à peu près de la même école de pensée qu'est le gramschiste, quel gramschisme. Je pense qu'on a dû... il y a un monde où on a milité dans des orgas similaires, I guess. Enfin, en mode... Il a son format sur l'humanité, GTO, PSDF, t'as capté, genre. Donc c'est pas très étonnant qu'on tienne le même propos là-dessus. Et de toute manière, aujourd'hui, quand t'es de gauche radicale au XXIe siècle et que t'es un peu dans la com, que t'es un peu sur les réseaux ou quoi, tu finis par être gramschiste très très vite, parce que c'est juste des théories qui s'appliquent excessivement bien. Et du coup, ça nous fout un somme monumental de voir l'extrême droite récupérer les idéaux gramschistes. Parce que pour le coup, Gramsci, lui, justement, il a développé une pensée qui nous permettait de gagner la guerre culturelle sans pour autant être dépendant de multimilliardaires. Ça tombe bien, on a un super mode d'emploi, utilisons-le. Eh ben non. La preuve, en face, ça leur réussit plutôt bien. J'écoutais pas ce qu'il disait. Où sont nos moyens d'agir? Donc, est-ce que tous ces trucs culturels-là, c'est une distraction et il faut pas mordre à l'hameçon, etc. Eh ben non. La preuve, en face, ça leur réussit plutôt bien, alors que la culture, pourtant, c'est vraiment, mais alors, vraiment pas leur truc. Ça, c'est très bien expliqué par un philosophe en particulier, Olufemi Otaiwo, qui explique qu'il faut surtout pas abandonner ces questions, mais qu'il faut le faire en créant une culture politique de combat concrète. L'idée selon laquelle les guerres culturelles seraient de pure distraction des vraies luttes politiques est une sérieuse erreur. Que les enjeux concrets, matériels, se limiteraient aux emplois ou à l'économie, contrairement par exemple aux droits reproductifs, paraît difficile à justifier. On ne devrait pas abandonner les guerres culturelles sans pour autant mordre à l'hameçon. On devrait à la place construire une culture politique organisée autour d'objectifs communs qui abordent frontalement les problèmes concrets, pour nous-mêmes et nos enfants, et non autour de ressentiments. De nombreux mouvements de ce type sont bel et bien vivants.
Ils ont le pouvoir de faire avancer non seulement les salaires et les conditions de travail, mais aussi le bien commun pour des communautés entières. Et contrairement à l'ambiance offerte par la guerre culturelle, ça, ce sont des choses qui améliorent vraiment la vie. La guerre culturelle, la bataille culturelle, ce n'est rien d'autre qu'un outil. La propagande, ce n'est rien d'autre qu'un outil qui nous sert à faire connaître nos idées, nos argumentaires, et à convaincre de la justesse, de la véracité de ces idées et de ces argumentaires. Ce n'est rien d'autre que ça, c'est un outil. Un outil qui n'a pas de couleur politique fondamentalement, qui peut être utilisé par la gauche radicale, par la gauche révolutionnaire, comme par l'extrême droite. C'est un outil. Au même titre qu'une arme à feu peut être utilisée par des nazis, comme par des révolutionnaires marxistes. C'est un outil et son sens politique dépend de quelle organisation politique en prend le contrôle. Donc oui, n'abandonnons pas la guerre culturelle. Au contraire, saisissons-nous de tous ces outils qui nous ont été donnés, auxquels on a accès aujourd'hui, pour faire connaître nos idées, pour faire connaître la justesse de ces idées, pour transmettre ces messages qui, genre, sont profondément des messages de paix et d'amour en vrai. Hein. À la fin de la journée, le marxisme c'est ça. C'est vraiment la paix entre les peuples. C'est vraiment juste, venez, on vit bien, tous ensemble, tous heureux, genre sans s'exploiter les uns les autres et se foutre des grosses patates dans la gueule H24. En vrai, hein. C'est quand même des idéaux sur lesquels je pense qu'on peut convaincre beaucoup de gens. Servons-nous de tous les outils qu'on a pour faire connaître ces idéaux. Et regardez Star Wars Andor, parce que c'est le genre de série qui peut nous faire gagner la bataille culturelle. Parlez-en à vos potes. Et produisez des trucs à nouveau. On en parlait hier en stream. Produisez des trucs. C'est aussi de la bataille culturelle. Faites de l'art et faites-le avec une visée politique. Ça nous fera gagner la bataille culturelle. Elle est loin d'être perdue, très loin. Pas pour rien que, comme il le disait, la fête de l'UMA s'est remplie à craquer chaque année. Chaque année, ça bat le record du nombre de gens précédents. L'année dernière, on a eu le plus de personnes à la fête de l'UMA depuis la création de la fête de l'UMA. Allez voir les films un peu coco qui sortent et tous les trucs comme ça. La conjonction de tous les streams, c'est fête de l'art. En ce moment, un peu, ouais. Mais parce que c'est politique, parce que ça nous fait gagner la bataille culturelle. Je suis gramschiste. Il y a un truc qui revient hyper souvent, je vois plein de gens me dire « Mais comment on peut avoir une pop culture qui produit Andor ?» Qui est globalement, pour reprendre une formule, la bataille d'Alger dans l'espace, une des meilleures œuvres actuelles sur la résistance au fascisme. Putain de merde. Aïe 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 aïe, il est là ce troisième œil, il est là, il est là. Il est là, il est là. C'est fou. C'est fou. C'est moi, Bolchegeek, en fait. J'ai transitionné entre-temps. J'ai tout enregistré il y a longtemps, j'ai transitionné, c'est moi. Du coup, je connais l'émission par cœur. J'ai écrit le script. Oh, merde. Et comment on peut avoir une pop culture qui produit Andor, qui est globalement, pour reprendre une formule, la bataille d'Alger dans l'espace, une des meilleures œuvres actuelles sur la résistance au fascisme, sur une plateforme de divertissement bien commerciale, dans la franchise la plus popcorn qui soit, et qu'on soit politiquement dans cette situation. You're watching Andor going, I can't believe I'm watching a Star Wars show and this is the most relevant thing to what's going on in this country. The weird kind of fascist takeover that's happening. And in fact, here's the one bad thing about Andor. When you watch Andor, which is brilliantly acted, all the characters are nuanced. There's monsters and robots and stormtroopers. And then when you watch the news is like a version of Andor. It's like they did Andor, but without the special effects, with terrible actors. And you're just like, I don't know why don't they just show, it's insane. Après, c'est facile de faire Andor aussi à gauche quand les premiers films Star Wars étaient de base révolutionnaires. Alors, je suis d'accord avec ça, mais les premiers films Star Wars, notamment l'épisode 4, 5, 6, se veulent surtout être une critique de l'Allemagne nazie de manière assez explicite. Hein. Enfin, les Stormtroopers sont littéralement habillés comme des soldats nazis. Enfin, genre, ça se voit, voilà, c'est assez obvious. Et Star Wars a un message profondément antifasciste dès le début. Mais, notamment les séries de films Star Wars, particulièrement la première trilogie, l'épisode 4, 5 et 6, se veulent quand même très sociodémocrates dans leur morale. Hein. La République est plutôt montrée comme quelque chose de positif, alors que en réalité, genre, pas trop quoi. Enfin, c'est quand même très très sosdem, très. Oui, Star Wars c'est littéralement gaulliste. Oui, voilà, c'est très gaulliste. Oui, c'est une bonne. Bon. Je pense que ce serait pas très juste de dire que c'est gaulliste parce que je suis pas sûr que ce soit l'idée première, mais dans la morale, oui, ça reprend un peu des idéaux similaires. C'est très juste. Par ailleurs, Mei Wenru, premier singe chat, sniff that new chatter. Ce qui est un peu moins le cas dans l'épisode 1, 2, 3, qui se veut un peu plus critique de la montée du fascisme et qui se veut un peu parodique aussi des États-Unis, mais dans une moindre mesure. Et l'épisode 7, 8, 9, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Andor a cette particularité de dire
comme dans les premiers films Star Wars, l'ennemi c'est encore et toujours le fascisme. Sauf qu'aujourd'hui, l'Allemagne nazie n'existe plus. Le fascisme, il est ailleurs. Le fascisme, il est dans la première puissance mondiale qui s'appelle les États-Unis. Les ennemis sont toujours les mêmes, mais c'est les États-Unis qu'on va caricaturer aujourd'hui. Parce que c'est là que sont les fascistes. C'est là que sont les nazis aujourd'hui. Et ça, c'est bien de dire ça. C'est pas bien que ça soit le cas, mais c'est bien que la série le dénonce, genre. On a les États nazis d'Amérique à la place. Loki, hein, vraiment, ouais. Et c'est en ça que je trouve que Star Wars Andor est vraiment une excellente série. Genre, ça reprend le pitch principal de Star Wars, qui a toujours été le même, luttons contre le fascisme, mais déjà, ça vient en faire une critique bien plus marxiste, qui se repose pas sur juste des trucs un peu individuels, un peu libéraux. À la fin de la journée, la morale, c'est pas « Remettons en place la 3ème République, et puis en fait, elle sera hyper pétée du cul aussi, et l'ordre Jedi, c'est super, et vive la force !» T'as, genre, une critique qui est déjà, vachement plus structurelle du fascisme dans Star Wars Andor. Critique structurelle qu'on ne voit pas vraiment dans l'épisode 4, 5, 6, qu'on voit un peu moins dans l'épisode 1, 2, 3. L'épisode 1, 2, 3 se voulant surtout être une critique de l'Europe avant le nazisme et des États-Unis d'Amérique tels qu'ils étaient quand l'épisode 1, 2, 3 sont sortis, avec justement tout ce truc-là de les SOSDEM, c'est un terrain hyper fertile au fascisme. Ça se voit un peu plus en vrai dans l'épisode 7, 8, 9, dans certaines mesures, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils sont vraiment écrits avec le cul, parce qu'ils ont changé de scénariste à chaque épisode. Mais là où c'est vraiment très explicite, c'est dans Star Wars Andor, où c'est vraiment en mode les nazis sont aux États-Unis aujourd'hui. Le capitalisme est un terrain fertile au nazisme, et en fait, c'est déjà là. C'est déjà en train de se passer, genre. En mode, on n'est plus à l'étape de un super terrain fertile, on est à l'étape de ça pousse, là. C'est en train de pousser, là, sous nos yeux, genre. C'est sur Disney+, quand même, donc limiter le marxisme. Ben, dans Star Wars Andor, non. Pour ça que, nous, les fans de Andor, le terme qu'on utilise le plus souvent pour parler de cette série, c'est une anomalie. C'est pas normal, dans une production hollywoodienne, possédée par Disney, qu'une série comme Andor ait pu être greenlight. Ça ne fait aucun sens. Il y a des producteurs exécutifs qui n'ont pas lu le scénario et qui ont juste dit oui, super. Parce que, sincèrement, /Jen, c'est marxiste. Je sais très bien comment je sonne, j'ai l'impression d'être cette folle qui dit Fifi, vous dur, faites gauche. Mais là, c'est vraiment gauche. Pour de vrai. C'est pas The Boys. C'est pas... y a quoi comme série faussement de gauche ou qui va pas plus loin que mon cul sur la commode? C'est pas Stranger Things. C'est pas Sex Education. C'est pas tout ça. C'est vraiment bien. Pour de vrai. Ils ont vu que ça allait faire de l'argent, ils se sont dit ok, mais il y a plein de trucs à aller faire de l'argent, et ils ont dit non parce que genre dans les idéaux hollywoodiens ça rentrait pas. Regarde le film Bad Girl qui a été annulé. Plein d'histoires aussi, de scénarios qui se sont retrouvés être enlevés de leur scénariste parce que justement la visée politique était pas... Il y en a eu plein. Ouais, c'est pas Invincible, exactement. C'est pas faussement de gauche, genre. Andor, c'est 600 millions de dollars de budget, ça a zéro sens. Non, oui, c'est fou. Genre, j'aimerais vraiment pouvoir savoir ce qui s'est passé en backstage, parce que je ne comprends pas comment ça a pu être produit. C'est pas Bref 2. Je vais me prendre un abonnement pour regarder, du coup. Oui, où tu peux la trouver gratuitement sur Internet, parfaitement légalement, bien sûr, évidemment. Je n'encouragerai pas à regarder quoi que ce soit. Non, bien sûr, évidemment. Tout légalement, évidemment. Ou alors, les fascistes sont zéro média littératie once again. Mais en fait, ça pourrait marcher avec certaines œuvres, ça, mais le truc, c'est que Andor est très explicite dans son message. C'est vraiment très explicite, genre assez verbatim. Sans spoiler précisément, il y a un moment, il y a un perso qui est un révolutionnaire et qui dit « Tiens, j'écris un manifeste pour faire la révolution face à un ordre impérial autoritaire. » Comment tu fais moins explicite que ça? Enfin, genre, le terme de révolution est employé. Ça parle de colonialisme, explicitement. Oui, la seule censure, c'est qu'ils disent « these bastards » au lieu de dire « these fascists ». Ces bâtards au lieu de dire « ces fascistes ». Mais l'expression, notamment en anglais, « bastards » est très connotée dans les séries pour parler des fascistes. Genre « fascist bastards », c'est souvent des mots qu'on voit accolés. Si vous avez regardé notamment Peaky Blinders, c'est beaucoup employé. Donc même là, genre, tu sais, de la même manière qu'on entend parfois les termes pourriture communiste, ou genre c'est des mots très associés. Bah là c'est pareil, fascist bastards, très associé. Inglorious Bastards typiquement, ouais. Mais bon, le mot fascisme n'est pas utilisé dans l'univers de Star Wars par contre, pour une raison toute simple, c'est que le fascisme vient de Mussolini, une personne qui existe dans la vraie vie et donc pas dans l'univers de Star Wars. Car actuellement, le lore de Star Wars, c'est que ça se passe des millénaires avant notre ère à nous, techniquement. Dans une galaxie très très lointaine.
Bref, fou Andorre. Regardez, vraiment. Et du coup, là, Patton Oswalt, très bon acteur que j'apprécie beaucoup, qu'on est en train de regarder, il a trop raison. Genre, la vraie vie, c'est vraiment assez explicitement Star Wars Andorre, mais sans les effets spéciaux et en un peu de nul, quoi. And you're just like, I don't know, but without the special effects, with terrible actors. And you're just like, I don't know why don't they just show, it's insane. It's so frustrating watching. Eh ben, peut-être que le nœud de cette situation, c'est qu'on peut avoir des trucs comme Andorre, mais qu'on sait pas, une fois l'écran coupé, comment résister concrètement au vrai fascisme. Alors on se résout, pour paraphraser Mark Fisher, à... L'idéologie de l'Empire, c'est le plus proche dans le lore de notre idéologie fasciste à nous sur Terre. Non mais, l'idéologie de l'Empire dans Star Wars est genre, à la lettre près, le fascisme. En vrai. C'est même plus proche du fascisme que du nazisme en réalité. Même si c'est évidemment deux idéologies excessivement proches, hein. Enfin genre, no shit Sherlock, le fascisme et le nazisme c'est à peu près la même chose bien sûr, mais si tu veux vraiment être très précis, hein, Medoli Chapoutot, c'est même plus proche du fascisme que du nazisme, l'idéologie de l'Empire dans Star Wars, en vrai. Et c'est vraiment à la lettre près, genre c'est des méchants quoi. consommer des œuvres qui performent nos combats à notre place. Et c'est valable pour les contenus comme celui-ci, hein, qui participent certes à leur échelle à cette bataille culturelle, mais pour la faire avancer, ne doivent pas rester un divertissement que l'on consomme. Ce format, on l'a dit, il s'arrête ici pour l'instant, pour laisser la place à d'autres, et vous allez peut-être nous dire, d'accord, mais ça nous dit quand même pas... L'Empire pratique les génocides, je sais pas si l'idéal de Mussolini était à ce cran-là. En vrai si, hein. En vrai si, genre, en mode, ça s'est pas bien passé pour lui, mais Mussolini en Éthiopie, il comptait pas faire du bien à l'Éthiopie, hein. Après, les fascistes avaient cette particularité de vouloir aussi avoir des ouvriers à bas coût qui leur coûtaient rien. D'où notamment beaucoup d'idéologies très impérialistes, très colonisatrices. Bon, je suis dyslexique, pardon. Et d'où la volonté de faire des colonies un peu partout et tout. Mais c'était un peu... Enfin, la logique, c'était très... Bah, soit on arrive à faire notre colonie, à mater tout un peuple et à en faire des ouvriers vraiment pas chers, voire juste des esclaves, soit on bute tout le monde, hein. C'est dans le texte, mais pas peu appliqué, où je manque de data dans des génocides dans leur colonie qui m'échappent. Bah, surtout qu'en vrai, l'Italie fasciste n'a pas duré si longtemps. Donc ils ont eu moins le temps. Enfin bon, c'était quand même un bon gros allié de Hitler, quoi. Enfin, genre, Mussolini a quand même une grande part de responsabilité dans le génocide juif, quoi. Après, voilà, je suis pas la plus grande experte de la période historique du fascisme. Je suis pas la plus grande experte de Mussolini, etc., etc. Il y aurait sûrement des gens qui en parleraient avec bien plus de justesse et de connaissances historiques que moi. Mais je pense pas que Mussolini était non plus un grand militant contre les génocides, quoi. Après, hot take, je crois que Mussolini, il était pas cool. L'Allemagne nazie a tenu moins longtemps que l'Italie fasciste. C'est vrai également. On fait concrètement, là, tout de suite, à notre échelle. Bougez pas, on va pas vous laisser comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marqué et depuis, je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que ce sujet revient sur la table. Avant ça, bon, vous vous en doutez, on va vous dire qu'une des choses qu'on peut faire concrètement pour mener vraiment la bataille culturelle, c'est construire et renforcer des médias indépendants. Pas juste pour produire ce type de contenu, mais aussi permettre le travail d'une rédac. Oui, tout à fait, c'est arrivé dans les années 20, l'Italie fasciste, là où l'Allemagne nazie, c'est plus les années 30. Après, voilà, on est vraiment sur des durées qui sont assez closes. Et à nouveau, la différence, c'est que dans l'idéologie fasciste, il y a vraiment une alliance très très forte avec genre la production, le capitalisme et tout. Et du coup, bah forcément, genre, il y a vachement cette... Enfin, il y a un peu plus cette nuance de essayer de genre être le plus productif possible. Après, voilà, je pense que c'est pas une hot take que d'imaginer que Mussolini, 2-3 génocides par-ci par-là, si ça l'arrange, il aurait pas été contre non plus. Ce qu'on retrouve beaucoup dans Star Wars, ce truc-là de si on peut rendre les gens productifs, c'est cool, si ça marche pas, on s'en débarrasse, quoi. Voilà. Clôturons cette parenthèse Mussolini. Le fascisme, c'est plus la régénération nationale. Qu'est-ce que ça entend par régénération nationale ? Médias indépendants. Pas juste pour produire ce type de contenu, mais aussi permettre le travail d'une rédac. Soutenez la Fange, les données sur le Ko-fi de la Fange. Qui porte des idées, des infos, des enquêtes, etc. Cette histoire à laquelle je repense régulièrement, c'est un petit truc qu'a dit Patrick Doudnay au détour d'une table ronde sur les imaginaires politiques. Le sujet, c'était la fameuse formule à laquelle on revient toujours. Que faire ? Lui, c'est un auteur... La phrase de Lénine. Auteur de fantasy, un camarade, hein, disons-le, qui assume aussi d'écrire pour mener cette bataille. Donc, il a beaucoup réfléchi à cette question. Et il a dit que lui, à titre personnel, ce qu'il faisait quand il se demandait « mais que faire ?» c'est la vaisselle. La vaisselle, c'est un truc que la plupart des gens peuvent faire. Et autour de nous, il y a plein d'endroits, des assos,
des orgas, des lieux, des événements, des festivals, des rencontres, des formations, des ciné-clubs, des concerts, des salles ou des clubs de sport, des réunions, des comités de quartier, de villages, des syndicats, des mobilisations, des collectifs. On peut sortir voir, regarder sur internet, demander autour de soi ou même, soyons fous, en créer. Et si on est perdu, si on ne sait pas quoi faire, c'est à peu près sûr que ce sera utile que quelqu'un y fasse la vaisselle. D'ailleurs, même si pour X raisons, c'est compliqué d'aller faire la vaisselle quelque part, c'est valable pour d'autres espaces qu'on peut construire. Toujours est-il que c'est pas grand-chose, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire là, demain, tout de suite même, à la fin de cette vidéo. Et rien qu'en commençant par là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se font et qu'il y a plein de choses à faire. Qu'on n'est pas seul, qu'on peut recréer du collectif, qu'on peut reconstruire. Et là, c'est le début de quelque chose. C'est pas le grand soir, ok, mais c'est comme ça qu'on commence à le préparer. Il est possible qu'il soit trop tard. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si je pouvais tout recommencer, je me réveillerais plus tôt. Comme ça, je me battrais contre ces pourritures. Poussez-vous! Alors, à la prochaine, pas dans cette émission du coup, mais sait-on jamais, peut-être en faisant la vaisselle quelque part. Organisez-vous! Organisez-vous collectivement, et c'est très beau de terminer son émission sur ces paroles, parce que c'est bien vrai. Faites la vaisselle, allez coller des affiches, distribuez des tracts, filez des flyers, mettez des stickers, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais juste poussez la porte d'un local et demandez comment je peux aider, parce qu'il y a toujours besoin d'aide, que des organisations, il y en a 50 000, toutes dédiées à plein de sujets très différents sur lesquels il y a toujours besoin d'aide. Organisez-vous collectivement. C'est la seule solution. C'est l'unique solution. Ça a toujours été organisons-nous collectivement et faisons la révolution. Tout simplement. Ça ne changera pas, ça ne changera jamais parce que tant qu'on aura encore le capitalisme, eh ben on sera encore là pour s'organiser collectivement et essayer de l'abattre jusqu'à ce qu'on réussisse. La lutte jusqu'à la victoire, c'est pas pour se motiver, c'est une promesse. C'est une prophétie. On s'organise. Faites la vaisselle, c'est très juste. Tant qu'il le faudra, exactement. Bah c'est bien, c'est très bien. Les conclusions ici, c'est soit faites de l'art et organisez-vous, ou organisez-vous et faites de l'art. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Bref, prenez votre carte dans des orgas, des assos, des syndicats, des partis politiques révolutionnaires, je sais pas, où vous voulez. Je suis pas là pour vous dire où aller, je suis là pour vous dire d'y aller. À la fin de la journée, c'est nous qu'on gagne. Je crois que je vais pas rester très longtemps sur cette fin de capsule. Tout ça, c'est très bien. La bataille culturelle, on va la gagner. Faites des trucs. C'est comme ça qu'on la gagnera. Et la bataille tout court, on va la gagner aussi. Faites des trucs. C'est comme ça qu'on la gagnera. Des bisous YouTube. Tu t'abonnes, tu mets le pouce, tu mets le commentaire, tu boostes la vidéo, tu mets la cloche et tu vas voir sur Twitch. Moi, c'était Medoli. Je stream les mardis après-midi, les vendredis soirs et les samedis soirs et après-midi également. Je fais des bisous. La lutte jusqu'à la victoire. Ciao!